Bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque, en direct de l'extérieur, une super belle température, presque estivale, mais juste bien tempérée pour moi. Et ben voilà, je voulais juste discuter un petit peu avec vous de ce qui va se passer cette semaine. Je suis encore en vacances pour quelques jours, mais ensuite je repars dans l'enchaînement du quotidien et ben, je ne sais pas toujours vraiment encore vers quoi je vais me diriger. En fait, j'ai commencé à tout hasard un livre audio, qui est à tout hasard, pas vraiment, mais c'est un des tomes de la série de William Wisting de John Learhorst, qui est qui est dans les polars scandinaves. Et j'avais comme envie peut-être de me retrouver un peu dans cette structure-là. C'est une série qui met en scène un policier, William Wisting, et sa fille qui est journaliste, donc ce qui est habituellement pas quelque chose qui cohabite super bien, mais eux autres vont souvent travailler ensemble sur des enquêtes, bien ensemble, en parallèle, mais ça va finir par, bon, être un peu inextricablement lié. Et dans ce tome-ci, on va voir, en fait, on va suivre Lynn qui va faire un article sur un homme qui a été retrouvé mort chez lui après 4 mois. Donc, malheureusement, sans que personne s'en rende compte. Et on n'en a pas vraiment parlé. En fait, c'est son père, elle ne sait pas encore, mais qui a géré l'enquête. Mais comme il n'y avait pas vraiment d'indices, c'était comme une enquête un peu à tabletter, disons. Et ben voilà, elle va se lancer là-dessus parce qu'elle va dire qu'elle va décider de faire un article là-dessus en disant, ben on est peut-être un pays qui a une bonne qualité de vie, mais est-ce que c'est encore acceptable que quelqu'un de nos jours puisse rester 4 mois décédé dans sa maison sans que personne ne s'en rende compte. Donc, pas très léger, mais ça me tentait. Absolument, c'est super bien écrit. J'aime beaucoup ces personnages-là. Donc, je pense que je vais le poursuivre. Mais après, pour la suite, on verra bien. Je vais peut-être me promener un peu en librairie dans les prochains jours. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais je vais juste m'assurer d'ouvrir avec vous ce fameux vlog. Alors, allez, on se lance ça! Hey, bonjour! Alors, ben voilà, je vous amène avec moi dans une petite aventure. Je me suis rendue à Knowlton parce que je vais aller à la librairie. Je vais potentiellement vous mettre quelques images de ça parce que c'est ma dernière journée de vacances, donc je voulais en profiter. Mais là, à côté du stationnement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui semble s'appeler le sentier féerique. Et en effet, c'est vraiment cool. Je vais vous mettre des images après. C'est un mini sentier dans la ville, mais avec une exposition de différentes maisons d'oiseaux vraiment singulières. Comme là, je vais mettre l'image mieux, mais comme des choses comme ça ici, mais ça peut être aussi plus coloré. Donc, c'est vraiment chouette. C'est super apaisant. Si jamais vous ne connaissez pas ça, c'est à Knowlton. Donc, anciennement, Lac-Brome. Alors voilà, à tout de suite!
Hey, bonjour. Alors, je prends rapidement. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de bruit, mais je voulais juste vous faire entendre peut-être, je sais pas. Il y a un cours d'eau à côté de la librairie qui est vraiment chouette. Donc, bon, peut-être que ça ne marchera pas, mais c'est pas grave. Mais je voulais juste partager avec vous ma récolte du magasinage. Donc, je vais faire ça spontanément sans, sans avoir de pré-pied. On verra bien. Alors, tout d'abord, je suis tombée là-dessus et j'ai pas pu résister. Donc, c'est The Book of Gaza. C'est un recueil de nouvelles qui a été colligé depuis le début de l'occupation, dans le fond, israélienne de Gaza, donc à partir de 70-80. Et les gens, à ce moment-là, les Gazaouis, les gens qui habitaient Gaza, ne pouvaient pas vraiment se faire publier. Et là, dans le fond, c'est un recueil de petites nouvelles d'auteurs palestiniens. Donc, je trouvais que, dans le contexte actuel, c'était vraiment une chouette idée de poursuivre ma découverte. Ensuite, selon l'enthousiasme de Sophie Lee, qui l'avait lu en version française, j'ai décidé de me lancer dans la série ici de... C'est quoi en français? En anglais? De Misewa Saga, donc de David A. Robertson. Le premier tome ici, c'est de Barren Grounds. Puis, c'est ça, dans le fond, on est dans le fameux mois en juin, joli autochtone. Et ça, c'est un auteur ici des Premières Nations. Je crois que c'est canadien, dans l'Ouest. Je vous en dirai plus quand je le saurai. Et je crois que c'est une trilogie. Donc ça, je vous dirai pas nécessairement le résumé puisque je suis pas en position de le faire, mais ça me tentait bien. Donc voilà pour le second livre. C'est la fin des vacances, donc je me suis lâchée douce. Sinon, je suis allée complètement ailleurs, mais je suis allée avec une autrice qui a été connue particulièrement pour Looking for Jane. C'est Heather Marshall. Donc le livre qu'elle a fait qui relatait un peu l'histoire de l'accès à l'avortement au Canada. Et puis, dans le fond, elle vient tout juste de sortir ici The Secret History of Audrey James. Voilà. Et c'est encore un livre en double temporalité qui va mettre de l'avant... ça se passe en 1938, à Berlin en 1938. Audrey James, qui est tout juste... tout près de graduer d'une école de musique à Berlin, où est-ce qu'elle a résidé avec son ami Ilse Kaplan. Elle va, dans le fond, se préparer à finir tout ça. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que, à un moment donné, les deux parents de son ami vont disparaître soudainement. Et puis, les deux nazis de haut niveau vont confisquer la maison de son ami. Donc là, je crois qu'elle va s'impliquer là-dedans pour justement essayer de résoudre un peu cette affaire-là. Donc, c'est absolument toujours basé sur les faits, un peu ces histoires à Heather Marshall, puis ça me tentait bien. Peut-être un pan qu'on a moins vu en Allemagne. Et enfin, j'ai pas pu résister un roman graphique qui s'appelle Wildful. C'est de Kengo Kurimoto. Et tout ce qui est indiqué, c'est que ça rappelle un peu l'esprit de Secret Garden. Et c'est un roman graphique qui est en grande partie muet. Donc, je vais essayer de faire un petit Donc, j'ai changé la caméra de bord, mais voyez-vous, il y a des petits peu des dialogues et tout ça, mais c'est plus muet. Puis c'est vraiment, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui trouve que les choses ont jamais été, sont plus vraiment les mêmes depuis que sa grand-mère est décédée. Donc, voilà. Alors voilà pour le book haul un peu particulier, mais la récolte du jour. Et maintenant, c'est le temps d'aller manger. Trop faim. À plus tard. Hey, bonjour, alors moi voici de retour de mon périple de dernière journée de vacances et j'ai eu la surprise d'avoir dans mon courrier en plus mon fameux envoi mensuel de Once Upon a Book. Et ben voilà, le thème roman. Alors, c'est la pochette et on va ouvrir ça ensemble. Alors, j'avais deviné, je crois, c'était quoi. À date, je suis pas mal bonne pour avoir... ouais, c'est ça, c'est bien, j'ai deviné. Dans le fond, les mots-clés, c'était, je pense, enquête, jeunesse, Jane Austen, quelque chose comme ça. Puis j'avais... excusez pour le bruit, je vais finir par finir. Puis j'avais en tête un livre que j'avais déjà lu qui était Olding, je me souviens plus, Golding. C'était justement
un roman jeunesse qui met Jane Austen dans le rôle d'une enquêtrice, mais alors que Jane Austen était jeune. Et puis, comme je vous dis, je suis toujours un peu difficile sur les mystères qui mettent en scène Jane Austen, mais là, celui-là, j'avais le goût de l'essayer, puis ben, ça faisait longtemps, puis je l'avais juste pas revu passer, puis là, dans le fond, il est sorti chez le livre de poche. Alors, j'avais raison, c'était bien ça. Alors, Les enquêtes de Jane Austen, de Julia Golding. Le premier tome est Le fantôme de l'abbaye. Alors, celui-ci, j'ai oublié la 4e de couverture. Oh, il a été abîmé, par contre. Je pense qu'il y a des choses qui ont fondu dans le transport, mais bon, c'est pas grave, je vais vivre avec. Au pire, je vais le sabler. Donc, j'ai oublié la 4e de couverture, si jamais ça peut vous tenter. Ça dit à partir de 10 ans, mais j'ai l'impression que ça va... En tout cas, c'est du jeunesse, mais j'ai l'impression que, à moins vraiment qu'à 10 ans, on ait lu Jane Austen, qu'on soit vraiment fasciné, mais je sais pas si ça peut vraiment fasciner les jeunes. C'est parti donc pour la 4e. Angleterre, 1789. La mère de Jane a décidé de l'envoyer à l'abbaye de Southmore pour tenir compagnie à Lady Cromwell. À 13 ans, Jane se languit de découvrir le monde, et non de se plier aux exigences d'une vieille aristocrate. Mais quand son frère aîné, Henry, lui raconte la légende du fantôme de l'abbaye, sa curiosité est piquée. En élucidant ce mystère, elle pourrait échapper à ses ennuyeuses responsabilités et surtout trouver de quoi alimenter sa plume. Donc, pourquoi pas? Allons-y, allons-y. C'est quand même assez... c'est de l'ado, à mon avis, parce que c'est quand même assez dense. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup de dialogue. Donc, ça ressemble un peu à ça ici, comme densité. Alors, voilà pour le livre. Sinon, nous avions un petit signet estival. Donc, c'est chaque jour, je pense à toi. Mais il est chouette celui-là. Neutre, sympathique. J'ai reçu, encore une fois, des tisanes des jardins de Gaïa. Et là, c'est un Ayurveda Kappa. Mélange de plantes et épices. Voilà. Et c'est peut-être ça qui a coulé finalement. Ils ont mis dedans 2 petits carambars. C'est drôle ça. C'est très français. Mais au goût de cola. Je sais pas. Voyons, je vais arriver à focusser, les amis. Non, il veut pas. Il veut pas. Ma tête est là. Comme ça. Voilà. Carambar au goût de cola. Donc, je sais pas si je vais oser, mais bon, on dirait que c'est peut-être ça qui a coulé, mais sinon, c'est pas grave, je vais juste le sabler. Bref, voici mon envoi. On a reçu les indices pour le mois prochain, puis je pense que je sais c'est quoi, encore une fois, mais on va voir. Mais jusqu'à maintenant, c'est des choses que j'avais déjà vu passer, qui étaient dans ma liste de souhaits depuis super longtemps, puis que c'est juste que j'ai jamais fait le move pour me lancer pour les lire. Donc, jusqu'à maintenant, c'est super chouette parce que c'est des livres que, dans le fond, je vais recevoir, mais que j'avais déjà quand même identifié comme potentiellement agréable. Alors voilà, c'était tout pour le petit book haul. Alors, je poursuis et je suis sur la fin, dernier mille de mon tome de William Wisting, donc de John Miller Horst. Et c'est L'Usurpateur en français. Et c'est, ma foi, très prenant. Ça a un rayonnement qui est beaucoup plus large que c'était prévu. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que ça va divulgacher, mais c'est vraiment très prenant. Et encore une fois, on est dans l'alternance narrative entre le père inspecteur et la fille journaliste. Et habituellement, comme là, j'arrive dans le dernier 20%, habituellement vers la fin, les personnages principaux se retrouvent dans des positions précaires. Donc, c'est vraiment stressant. Donc, j'ai l'impression que je vais peut-être faire un petit blitz pour le terminer avant ce soir, pour la fin de mes vacances. Donc, je vais vous en reparler peut-être aujourd'hui, mais sinon, ça ira à cette semaine. Bref, de toute façon, on se revoit bientôt. Et bonsoir. Alors, je fais un petit coucou rapide. En ce temps caniculaire, je suis dans la cour et j'essaie d'en profiter parce que c'est un petit peu descendu comme température. Alors, c'est jamais négligeable. Il faut toujours en profiter. Je viens juste de terminer en apnée, encore une fois, comme d'habitude, quand c'est des John Miller Horst, son fameux L'Usurpateur. Et c'était excellent. Ma foi, j'ai trouvé que plus ça... je les aime toujours, mais plus ça va, puis plus j'apprécie les tomes de cette série-là. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est une suite. Les personnages évoluent. Il y a encore un peu la même structure que, comme je vous disais, on va suivre, dans le fond, le fameux William Wisting et sa fille Lina, qui vont en parallèle faire chacun leur travail pour quelque chose qui, au départ, n'a jamais l'air vraiment lié, mais qui finit toujours par, finalement, être bien entrelacé. Et ça se termine toujours avec
les deux, père et fille, sont très téméraires. Donc, toujours des situations où est-ce que tout le monde est un petit peu en danger. Et cette fois-là, ça fait pas exception. Je me doutais potentiellement que tout allait bien se passer parce qu'il y a des suites, mais on ne sait jamais des fois avec ça. Donc, très bonne écriture. Toujours un as dans la mise en contexte, la façon dont c'est structuré. On comprend en cours d'intrigue, on comprend quand même certains éléments du fonctionnement de ce qui s'est potentiellement passé dans l'enquête. Mais évidemment, c'est pas aussi facile que ça. Fait que oui, on comprend peut-être une partie du mécanisme, mais finalement, jusqu'à la toute fin, en tout cas, moi, j'ai été complètement bluffée sur qui était vraiment la personne recherchée et tout ça. Et puis, ben c'est ça, je me suis inquiétée pour tout le monde. Puis c'est vraiment une super série pour vrai. C'est jamais des sujets faciles à aborder, mais j'aime vraiment le côté... Ben là, en plus, c'était drôle parce que ça se passait en plein hiver, tempête de neige, blizzard. Fait que ça faisait quand même du bien. Excusez-moi, je suis dehors, donc il y a des petites bébites. Donc, ça faisait quand même du bien en ce temps caniculaire. Mais je vous dirais que même si c'était hivernal, j'ai pas eu de problème à lire ça. Ça a fait la job, comme on dit. Donc, excellente lecture. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais vraiment excellente lecture. Puis je vous incite vraiment à découvrir cette série-là. Ça vaut le coup. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour ceux qui n'ont pas suivi nécessairement, c'est une série qui est écrite par un Norvégien et dont seulement à partir du tome 6 en anglais ont été traduits et tome 7 en français ont été traduits dans la série. Donc, il nous manque tout le début de cette espèce de série-là avec le personnage principal et sa fille. Mais bon, quand on commence au premier tome traduit, moi j'avais commencé avec le tome en anglais parce qu'il commençait plus tôt qu'en français. Mais on est toujours un peu perdu, mais après ça, ça va. Une fois qu'on a repris le véhicule en marche, tout va bien. Le train en marche, le véhicule. Fait que voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire à ce sujet-là, étant donné qu'il y a du moustique puis que je vais devoir rentrer. Mais super lecture, je suis bien contente. Ça termine bien les vacances. Donc pour moi, c'est ma dernière journée de vacances. J'ai eu un excellent rythme de lecture pendant cette période-là parce que j'allais pas trop bien. Donc ça faisait partie des choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont accroché, qui m'ont permis de m'accrocher à quelque chose qui était un petit peu en dehors du concret. Puis, j'ai passé une belle journée, comme vous avez pu voir, j'ai mis des images. Donc, de toute façon, je vais vous revenir pour la suite du vlog, mais c'est sûr que là, je reprends après une semaine de vacances. Donc, je vais sans doute être un peu plus occupée cette semaine. Donc, j'ai aucune idée à quoi va ressembler le vlog pour la suite, mais on va prendre ça un petit bout de vlog à la fois. Alors, allez, à tout de suite. Et bonsoir. Alors, petite rencontre caniculaire en soirée avec un fond, je pense, pour vous de sport nautique, mais c'est le mieux que je peux faire. Alors, j'espère que vous allez m'entendre. Je vais juste vous dire que j'ai finalement décidé de lire le livre qui est dans le club de lecture d'Alex Bouquet dans Prada, dont je vous parle depuis plusieurs vlogs, c'est-à-dire Mockingbird de Walter Tevis, en français L'Oiseau moqueur. On est ici dans une science-fiction pure, je pense, et on est dans un monde futuriste potentiellement où les humains ont tout délégué leur tâche, en fond, aux robots. Et on leur a dit, arrêtez de vous poser des questions, prenez des comprimés pour calmer en fait, pour ne plus plus avoir, en fait, d'anxiété ou de questionnement. Et puis, en fait, peu à peu, les livres, les films et tout ça, ça a été interdit. Et les gens ont fini par, un peu comme, perdre la capacité de un peu se souvenir du passé potentiellement, puis il n'y a plus personne qui sait lire. Et là, on va se retrouver dans un moment où un robot super performant, mais qui est le dernier de sa sorte, qui a été conçu malheureusement pour ne jamais... qui a été conçu à partir d'un clone d'un humain, dans le sens de sa façon de penser et tout ça, qui est un robot mélancolique. Mais qui est super performant, mais à qui on a interdit d'être en mesure de mettre fin à ses jours. Donc, lui, il est mélancolique depuis tout le temps. Il a réalisé très tôt qu'il ne vivait pas une vraie existence, puis en fait, il continue à vivre parce qu'il n'a pas le choix, mais en fait, techniquement, il sait qu'il ne vit pas. Donc, c'est un peu particulier. Et ce robot-là, qui s'appelle Spofford, va finir par éventuellement... rencontrer un homme de l'Ohio qui s'appelle Paul et qui dit hey, moi j'ai réussi à m'apprendre à lire en regardant en fait
un vieux film qui montrait des élèves qui apprenaient à lire. Puis, en fait, il réalise que c'est ça, la lecture. Puis, il apprend à lire et Spofford décide de l'inviter, dans le fond, à traduire les films muets qu'ils ont à l'université parce que c'est des films muets avec des textes pour expliquer qu'est-ce qui se passe vu que c'est muet. Mais comme personne ne sait lire, personne ne peut comprendre les films. Donc, il va lancer Paul sur cette mission-là. Et Paul, au fur et à mesure de la mission, va rencontrer une femme avec un manteau rouge qu'on comprend que Spofford a déjà rencontré. Une femme qui va jouer un peu les éveilleuses, entre guillemets. C'est quelqu'un qui vit un peu en marge, qui a pris la décision d'arrêter de prendre les médicaments qui sont requis et qui va un peu servir comme mèche d'allumage, dans le fond, à l'éveil de Paul. Et bien là, plus ça va avancer, plus on va savoir si est-ce que Spofford sait que en permettant à Paul de faire ça, ça va potentiellement créer un remous, parce que là, on se doute bien que éventuellement, si de plus en plus d'humains arrêtent de prendre les pilules puis finissent par se rendre compte qu'ils ont comme arrêté de vivre puis qu'il manque plein de choses puis que ça devrait être eux, en fait, qui contrôlent les robots et non pas l'inverse, est-ce que ça va faire un espèce de cataclysme? Mais bref, je suis là-dedans. À date, ça me plaît bien. C'est un peu particulier comme début, mais ça me plaît bien. Donc, voilà, je suis dans cette lecture-là. C'était pas prévu, j'avais essayé de lire autre chose, mais finalement, je me suis dit, je l'avais déjà en livre audio. Puis, de toute façon, j'avais envie de le lire avant, vu que c'était censé être d'ici la fin du mois de juin pour le club de lecture. Donc, voilà. Voilà ce que je lis en ce moment. Alors, j'espère que malgré tout ce bruit à l'arrière-fond, vous allez avoir bien entendu. Sinon, je le referai, c'est pas grave. Allez, à tout bientôt. Become like family. Sounds like it could get pretty messy. And Team Kingfisher always writes in this sort of like PG atmospheric horror way, is how I personally think about her writing books. Et bonjour, alors je vous fais un petit coucou rapide. En cette journée caniculaire, je sais que j'ai dû 3 fois dans ce vlog-ci, mais aujourd'hui c'est particulièrement intense. D'où ma face, parce que mon corps gère pas très bien ceci, donc malheureusement. Ce fut donc une journée de repos forcé. Mais bon, je voulais juste venir vous parler, ça va être très rapide, je vous dis, parce que là, temporairement, j'ai comme essayé de limiter les bruits, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de ventilation, donc on va faire ça efficacement. J'ai lu aujourd'hui la fameuse BD Léonard. C'est écrit par Isabelle Bautian et Anne-Catherine Hutt chez Dracou. Et je l'avais entendu parler chez Piketty Bookin. Puis ça m'intéressait bien. Je vais vous lire rapidement la 4e de couverture pour vous remettre un peu dedans. Comme ça, je vous parle un peu de ma perception de ma lecture. Intrépide, gaffeuse, mais guerrière prometteuse, Léonard rêve d'aventures dans lesquelles elle entraîne la princesse Eldorise, sa meilleure amie. Changée en fille renard par une formule magique trompeuse, elle est chassée du château. Pour retrouver son apparence, elle doit s'improviser émissaire auprès d'ennemis tous plus butés les uns que les autres. C'est alors qu'apparaît le Wéran, géant aux fessiers cornus, qui aime réchauffer sa barbe au coin du feu, mais qui apprécie peu que sa forêt se transforme en champ de bataille. Comment la jeune fille ou la jeune renarde parviendra-t-elle à éviter une guerre entre toutes ces têtes de mule? Donc, vous voyez un peu le ton. Vous avez vu un petit peu quelques illustrations, j'en ai mis un petit peu avant. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que c'était une BD qui se déroulait aussi en un seul tome, donc une histoire complète, et c'était un peu du fantastique, mais vraiment plus aventure. Et c'était une héroïne un peu têtue. J'aime vraiment beaucoup les héroïnes têtues. Et ma foi, j'ai été bien servie. Vous avez un peu le topo, donc on va vraiment retrouver cette fameuse Léonarde-là qui va décider de prendre les choses en main parce qu'elle trouve que le roi décide, en fait, que le roi s'entête à ne pas vouloir tenter de nouveau de faire la paix avec les créatures autour du château et va décider
de prendre la magie en main aussi puisqu'on lui refuse de l'aide. Et bien évidemment, après, ça va être de péripéties en mésaventures. Elle va se retrouver avec des chemins qui croisent des créatures qu'elle ne s'attendait pas nécessairement à croiser et avec la contrainte du fait que maintenant, elle ne parle que le goupil. Donc, elle a été transformée en goupil avec sa fameuse formule magique. Ce qui fait qu'elle peut juste parler à une des bêtes impliquées, mais pas nécessairement les autres avec qui elle voulait vraiment interagir et plus du tout avec les humains. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la galerie de personnages. Ils sont tous bien déterminés. Il y en a même qu'on pense qu'ils sont un petit peu des archétypes, là, comme le prince et tout ça, mais finalement, on voit quand même qu'en si peu de pages, c'est 80 pages, on amène des petites dimensions qui sont intéressantes. Donc, le prince, c'est quelqu'un qui a l'air d'être un peu un trouillard, mais qui est en fait un intellectuel qui s'est un peu enfermé dans son espèce d'intellectualisation, mais qui va peut-être finir par trouver aussi son ancrage. La princesse et le prince, les plus petits, dans le fond, qui vont essayer de prendre un peu les choses en main. Elle va rencontrer des gens parmi les bêtes qui sont toujours un peu des... Ben, son ami, dans le fond, Larsan, qui est un goupil, lui, mais ils sont toujours un peu des gens qui sont un petit peu hors du lot. Puis, dans le fond, elle va finir par réussir à tisser des liens avec ces gens-là, malgré tout. Donc, ces personnages-là sont super attachants, ce qui fait qu'on a vraiment le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y a même une espèce de la fameuse figure mythologique du Wéran qui s'est vraiment bien amenée. Les péripéties sont nombreuses, le rythme est très rapide. La seule chose que je pourrais dire, parce que moi j'ai beaucoup apprécié ça, c'est que pour moi le rythme a été un tout petit peu trop rapide. J'aurais pris comme une histoire peut-être en 2 tomes, pas une série, là, mais une histoire en 2 tomes ou une histoire avec plus de pages. Mais je sais que des fois c'est plus un défi pour les maisons d'édition. Parce qu'à un moment donné, il s'est passé tellement de choses, puis c'était tellement un défi parce que ça met en scène différentes créatures qui ont différents langages, puis qu'en fait, la personnage, l'héroïne, parle le goupil, mais qui n'est pas nécessairement un langage parlé par les autres. Donc, il y a un effort de traduire dans les phylactères un peu quand certaines créatures comprennent ou pas, dans le fond, Léonard, et ne se comprennent ou pas entre eux. Puis bon, il y a eu un bel essai, il y a des couleurs de phylactères qui vont changer un peu, puis c'est sûr que ça nous aide, mais des fois, comme il y a énormément d'actions, quand il y a différents clans qui vont interagir entre eux, j'étais un peu perdue. On dirait que je savais plus trop qui parlait ou est-ce que cette personne-là, est-ce que cette créature-là parlait la langue de l'autre. Et évidemment, donc ça, c'était peut-être un petit peu, ça mettait un petit peu à confusion. Puis je pense que c'est simplement que, ben là, ça, dans le fond, je vous disais ça par rapport à la longueur du texte, mais je vous dis ça aussi parce que si le texte avait été plus étendu, peut-être qu'on aurait eu peut-être plus pu mettre ces interactions-là en dehors de moments où il y a énormément d'actions, où est-ce que c'est déjà chargé puis qu'il y a plein de gens qui interagissent. Mais il y a aussi que, ben, c'est sûr qu'il y a des revirements de situation. Les personnages évoluent très rapidement. Puis pour moi, ça a été un tout petit peu trop rapidement dans le sens où ça évolue pour le mieux. Donc, ça va. En même temps, oui, c'est une fin qui est positive puis un peu attendue. Mais ça aurait été intéressant que ce soit un peu plus développé, comme je vous dis, parce que ça aurait rendu un petit peu le changement de cap des personnages un petit peu plus crédibles, disons. Mais sinon, c'est sûr que c'est de la BD jeunesse. Donc, je pense que moi, en tant qu'enfant, j'aurais adoré ce rythme-là aussi, puis le fait que c'est en un seul tome. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est l'humour des personnages. C'est vraiment drôle. Ils se prennent au sérieux, mais pas tant que ça. Il y a vraiment des petites répliques qui sont savoureuses chez la plupart des personnages principaux. Des fois, on ne s'attend pas à ça. C'est un moment qui a l'air un peu solennel, puis il y a comme une petite réplique vraiment comique. Donc, une très belle découverte. Beaucoup d'éléments intéressants. Comme je vous dis, autant les visuels aussi, c'était vraiment bien fait. C'était un gros défi pour la mise en image, comme je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de personnages, puis beaucoup de langage. L'aventure est sympathique. Ça amène aussi une certaine sensibilisation au fait qu'on devrait passer par-delà nos différences puis essayer de justement un peu promouvoir le vivre ensemble. Mais c'est pas souligné, ben, je vais dire que oui, je le perçois comme adulte, là, mais comme lecteur jeunesse, je pense pas que c'est souligné à si grand trait que ça, ce qui fait que c'est agréable à la lecture. Alors voilà, c'était ma lecture du jour. Et c'est le maximum de temps que je suis capable de tenir avec l'absence de bruit et l'absence de ventilation. Donc voilà, on se reprend quand j'espère qu'il va faire un tout petit peu moins chaud. Puis ben, je vous tiens au courant de la suite de mes lectures. J'ai ma lecture en cours, mais j'en parle pas tout de suite, j'en parlerai une autre fois. Hey, bonjour, alors bienvenue en ce vendredi non caniculaire. Je vais finir ce vlog en pouvant vous parler sans de ventilation artificielle et sans risquer le coup de chaleur après 2 minutes. Alors, je suis vraiment heureuse.
mais je vais surtout vous parler de la lecture que j'ai terminée, qui est la fameuse lecture commune pour le club de lecture de Alex Bukina Prada, donc le fameux Mockingbird de Walter Tevis, donc l'oiseau moqueur. Et ma foi, quel coup au cœur ce livre-là. Fou! C'est tellement bien fait. C'est pas un coup de cœur, mais il en manque pas beaucoup, mais c'est vraiment un coup au cœur. C'est de la science-fiction anticipation à son meilleur, à mon avis. Donc, comme je vous avais un petit peu parlé du contexte, puis c'est sûr qu'à partir de, dans le fond, le premier quart du livre, les choses vont un peu tourner. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le fameux Paul va arriver et va dire « je sais lire » et que Spofford va dire « c'est beau, je vais t'engager pour l'été pour que tu puisses me lire les films muets », ça va être un peu le début d'un engrenage potentiel, un peu un principe d'effet papillon qui va se dérouler sur tout le restant du roman. Il va y avoir énormément de revirements de situation et on va passer, à partir du moment où il va se passer ça, on va avoir un troisième point de vue qui va être ajouté. Donc, ça alterne entre les points de vue. Donc, en Spofford, qui est le robot Make-9, qui est comme, dans le fond, un super androïde ultra perfectionné qui a été fait avec le calque d'un cerveau d'un humain en essayant d'enlever le plus possible ses émotions et son âme, mais dans le fond, il reste un peu des stigmates de cet original-là dont il a été une copie. Et on a aussi le fameux Paul qui est un peu l'exemple parfait de l'humain conformiste dans cette nouvelle façon de faire-là, qui est une façon où les humains ont créé l'intelligence artificielle et finalement, plus c'est allé, puis plus l'intelligence artificielle a fini par évaluer que les humains pouvaient se reposer sur l'intelligence artificielle et devenir vraiment des humains de loisir. Et les humains vont être, dans le fond, volontairement ou à la longue, involontairement, contrôlés par un faux bonheur chimique, dans le fond, des pilules un peu genre Valium qu'ils vont leur donner. Puis, ils vont devoir fumer de la marijuana de façon obligatoire, dans le fond. Et plus ça va aller, puis plus ils vont être dépossédés, en fait, de leur identité, parce que dans le fond, plus ça va aller, puis moins les choses vont être nécessaires pour eux d'être acquises comme connaissance, parce qu'en fait, tous les robots vont le faire. Donc, c'est comme ça que l'apprentissage de la lecture va se perdre. C'est comme ça que la connaissance de l'histoire globale va se perdre. Et donc, Paul, c'est vraiment quelqu'un qui a grandi dans cette espèce de... C'est un humain, mais il a grandi dans cette espèce de format-là. Il a grandi dans des dortoirs parce que, dans le fond, il avait déjà à l'époque décidé d'éliminer le principe de la famille. Et il s'est toujours conformé, dans le fond, à qu'est-ce qu'il était. Il ne faut pas poser trop de questions. C'est toujours « Don't ask, relax ». C'est ça le motto, donc le mot d'ordre. Donc, ne pose pas de questions et relax. Et donc, ça, c'est lui. Et ensuite, il va y avoir une jeune femme qui s'appelle Mary Lou, qui, elle, est un peu plus l'archétype de l'humain qui se rebelle. Elle va rapidement décrocher de ces fameux dogmes-là de prendre les pilules, puis de fumer la Marie parce que ça la rend malade, physiquement malade, donc elle va tout simplement arrêter. Mais malheureusement, en temps normal, c'est pas toléré. Donc, quelqu'un qui arrête de prendre ça finit par être quelqu'un qui peut être détecté et ensuite, éventuellement, envoyé en perdition, disons. Et on va avoir aussi son point de vue. Je ne vous expliquerai pas exactement pourquoi son point de vue arrive, mais son point de vue arrive et elle va devenir en fait l'espèce de pierre d'angle de tout ce qui va se passer. C'est un genre de triangle qui va se passer là. Ça va déterminer à la fois les actions de Paul et les actions de Spofford, mais ils ne vont pas seulement faire ces actions-là à cause de Marie-Lou, mais parce que eux, ils ont une espèce de cheminement passé, puis ils vont s'accrocher un peu à Mary Lou pour justement se donner la motivation pour faire les choses qu'ils ont envie de faire, qui ont l'impression qu'ils doivent faire. Donc ça, j'essaie de vous en dire sans trop vous en dire parce que c'est super intéressant de découvrir ça au fur et à mesure. Ce qu'on va voir évoluer au fur et à mesure de tout ça, c'est vraiment le portrait vraiment comme effrayant d'une société qui est forcée à l'inertie puis qui est forcée à l'ignorance. Mais en même temps, l'espèce de force de l'humanité, finalement, dans le sens où quelqu'un peut quand même décider d'arrêter de prendre les médicaments. La preuve, c'est Mary Lou et Paul, finalement, qui part comme... Après avoir croisé le chemin, je vais juste vous dire, disons, de Mary Lou, va finir par remettre en question les choses puis se dire, est-ce que je peux quand même évoluer tout ça? On va voir comment l'intelligence artificielle, elle est là. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on va changer de niveau d'empathie par rapport au personnage
à peu près comme 50 fois dans l'histoire. Il y a des fois où on va trouver Spofford attachant, il y a des fois où on va le détester, il y a des fois où on va trouver Paul super doux, il y a d'autres fois où on va dire qu'est-ce que tu fais là, il y a des fois où Mary Lou on va trouver qui est adorable, puis il y a d'autres fois où on va dire ben là comment cette action-là tu peux vraiment la prendre après qu'est-ce que tu as manifesté avant. Donc ce que j'ai trouvé c'est qu'il y a vraiment les personnages sont vraiment à 3 dimensions, sont indiscutablement humains, même l'intelligence artificielle qui est Spofford. Et ça montre aussi la dérive, bien sûr, de l'intelligence artificielle, mais ça montre le côté que l'humain n'a peut-être pas pensé en concevant l'intelligence artificielle puis en se disant je vais la calquer sur un humain, que ça peut créer des problématiques. Parce que le fameux Spofford va avoir une problématique parce qu'il traîne comme un peu des stigmates de la personne de qui a été copié, mais il n'y a pas la latitude d'agir en regard de ça. Parce que c'est une intelligence artificielle qui est très sophistiquée et les humains avant ont déterminé qu'il y en a eu d'autres un peu comme lui, puis ces intelligences artificielles-là, réalisant, comme je vous disais, que finalement, il était une intelligence artificielle, puisqu'ils ont comme un niveau de conscience méta vraiment important, finissaient par mettre fin à leur jour. Se désactiver, disons, parce que c'était comme trop. Or, le fameux Spofford, lui, dès le départ, on comprend que il est toujours habité de cette espèce de mélancolie puis de trop-plein de son existence, mais il a été programmé pour ne jamais être capable de désactiver son existence. Donc, c'est terrible parce qu'on condamne une intelligence artificielle à ça et on va se rendre compte que c'est pas juste une question de terrible dans le sens que, bon, on prête des sentiments à une intelligence artificielle qui n'en a pas nécessairement, mais qui est plus en mode genre imiter les sentiments. Mais en fait, c'est que ça, c'est le nœud de qu'est-ce qui va se passer. C'est le nœud de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe depuis des années dans ce monde-là, de qu'est-ce qui va se passer par la suite qui va déterminer le cours des choses. Donc, c'est super intéressant. Ça fait aussi référence beaucoup à la Genèse en passant par la religion. Dans le sens où c'est étrange parce qu'on va être dans un monde qui est déterminé par l'IA, mais on va se rendre compte que finalement, les gens vont quand même se rabattre. En fait, l'espèce de grande règle qui a été mise pour contrôler l'humanité, c'est des règles quand même qui sont tirées un peu de la religion, entre autres de la religion catholique. Et c'est pour ça que ça a fonctionné finalement. Et on va quand même beaucoup explorer ça, mais c'est intéressant, explorer ça comme... en fait, c'est drôle parce que la façon dont la religion catholique va être abordée, c'est plutôt par le biais de l'existence ou la non-existence de Jésus, parce que c'est quelque chose qui va être découvert par le fameux Paul, mais lui, il n'a jamais connu ça, la religion. Fait qu'il faut qu'il se fasse sa propre idée sur est-ce que c'est concret ou pas, cette espèce de la Bible et tout ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire ressortir toutes les dimensions comme humaines, dans le fond, de Jésus-Christ. Donc, c'est drôle parce que, tu sais, on le considère comme un dieu dans l'historique religieux catholique, mais ce que Paul va saisir comme étant comme personne extérieure qui n'a jamais connu ça, qui n'a aucun repère pour comprendre ce niveau de spiritualité-là, c'est le côté qui était comme humain, qui était comme faillible, que dans le fond... Fait que c'est vraiment drôle, c'est super intéressant, c'est tellement habile. J'avais pas lu aucun Walter Tevis, c'est la première fois que j'en lis. J'avais juste vu le début de l'adaptation de Queen Gambit, donc en Netflix, j'ai pas vu la deuxième saison. Puis en fait, ça donne envie de lire le livre de Queen Gambit, parce qu'en fait, son écriture est très riche, est très agile. C'est un réseau, sa trame, c'est un réseau super bien tricoté qui fait que à tout moment, le lecteur se pose des questions, est obligé de remettre en perspective les choses. Il voit des choses puis il se dit « Oh my God, c'est comme pour ça que ça fait rouler un peu. » Puis, étant donné que là, dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui se passe en 2500, je pense. Donc, oui, c'est dans un futur, mais c'est surtout dans le contexte actuel, c'est pas un futur qui est impossible. Donc, dans le sens où c'est sûr que cette notion-là de l'humain contrôlé, forcé au loisir, c'est pas un concept qui est nouveau. Moi, je l'avais déconnu jadis je l'avais lu en français, là, parce qu'à l'époque, je disais pas en langue originale, dans Un bonheur insoutenable de Ira Levin. Je vais essayer de vous mettre la vignette, mais tu sais, c'est assez typique dans un roman d'anticipation, le principe de on contrôle les humains, puis à un moment donné, il y a un humain qui se rebelle. Mais ce principe-là de bonheur forcé,
Ça me faisait penser à ça, mais c'est pas du tout développé de la même façon, absolument pas. Puis là, ce que j'ai trouvé ça super intéressant, c'est qu'on amène l'intelligence artificielle en même temps. Puis ça nous fait nous poser la question, justement, autant sur... faut pas oublier que l'intelligence artificielle a les billets des humains qui va le concevoir, puis que les décisions d'une intelligence artificielle, après ça, sont comme pas nuancées. C'est-à-dire que, en tout cas, parce que dans le fond, si on programme l'intelligence artificielle pour faire quelque chose, on regarde de tel critère, mais que finalement, on lui donne des biais un peu humains, mais ça se peut que ces décisions soient influencées par ça, sauf que l'intelligence artificielle va être programmée pour faire l'action, peu importe. Donc, en tout cas, je ne sais pas si j'en parle comme il faut, c'est peut-être un peu brouillon, mais lancez-vous. Moi, je l'ai lu en langue originale, mais je pense pas que ce soit problématique de lire en français dans le sens où c'est un roman d'anticipation. J'aurais pu lire en français, là, parce que dans le fond, c'est sûr qu'il y a quelques terminologies spécifiques, mais peut-être 3-4 mots que peut-être que traduit en français, ça va être un peu bizarre, mais je pense pas, puis c'est pas non plus... On n'a pas un niveau de, disons, humour élevé qui fait en sorte, ou de référent. Bon, ça se passe quand même en Amérique du Nord, en partie à New York, puis en Caroline, mais c'est pas nécessairement un endroit où est-ce qu'on verrait potentiellement en traduction française, je sais pas, de l'argot, des bas-fonds de Paris. Donc, je pense pas que c'est problématique. Fait que je pense que ça vaut la peine que vous vous lanciez là-dedans. C'est super intéressant. C'est vraiment troublant. Je suis vraiment contente d'avoir lu ça. C'est quand même assez chargé. Par contre, je vous dis, il y a des bouts qui sont assez durs parce que, évidemment, que ce genre de dérive-là, extrême-là, ça peut mener à comme comment les humains sont élevés finalement en dortoir. C'est terrible comment ils sont programmés pour justement craindre de faire un faux pas et puis sortir du dogme du bonheur en tant que tel. C'est terrible. Mais en même temps, pour l'intelligence artificielle, c'est un peu le même principe aussi. C'est terrible, mais c'est vraiment bien dosé, je trouve. Puis ça vaut la peine. Les personnages, on y croit. Donc, je ressors de cette lecture-là complètement chamboulée, avec les yeux qui regardent le monde un peu autrement. Donc voilà. Ça va conclure ce vlog-ci cette semaine. J'aurais peut-être pas lu un nombre élevé de livres, mais cette semaine, j'étais complètement KO technique. Vraiment, ma capacité à gérer la chaleur est pas très bonne, donc il va falloir que je me trouve des trucs pour les années à venir parce que malheureusement, l'humain a fait en sorte que ça va peut-être se reproduire. Donc, c'est ce que j'ai pu vous offrir, c'est ça, mais ça se termine vraiment sur une lecture super marquante, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez déjà lu du Walter Tevis, est-ce que ça vous a donné un peu ce feeling-là, même dans The Queen Gambit, le jeu de la dame en français. Sinon, c'est ça. Si jamais vous avez envie d'échanger, gênez-vous pas, surtout, comme vous savez, ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Puis, j'espère que vous allez avoir des super bonnes lectures. Puis nous, tout ce qui nous reste à nous dire, c'est à la prochaine!